mémoire a un avenir. Il passe par le collège Marc Sangnier de Cessin où des élèves de 3e travaillent sur l'engagement et les enjeux mémoriels de la Seconde Guerre mondiale notamment. Cette semaine, ils ont pu rencontrer un résistant et un fils de résistant du maquis du Vercors. Juste assez de neige pour la dernière étape des Nocturnes de Chartreuse mercredi soir au col de Porte. Un événement qui fête ses 28 ans et qui rassemble toujours autant les amateurs de ski nordique de tout âge. Qu'importe l'état de la neige, pourvu qu'on s'amuse. Et puis la ville de Grenoble porte plainte contre l'État et attaque le plan de protection de l'atmosphère qui définit les mesures pour limiter les polluants atmosphériques dans l'agglomération grenobloise. Un 3e PPA jugé défaillant. Pierre-André Juven, adjoint en charge de la santé, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 24 février 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La guerre en Ukraine, 1 an déjà. Pourtant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on disait déjà plus jamais ça. Après la guerre dans les Balkans aussi, l'engagement et la transmission de la mémoire sont toujours heureusement dans les manuels scolaires. Et à Cessin, des élèves et leurs professeurs viennent de lancer le projet La mémoire a un avenir, Mirko Pesci. Les classes de 3e du collège Marc Sangnier de Cessin travaillent depuis le début d'année sur le projet Esprit de résistance, un travail de recherche sur l'engagement et la citoyenneté. En cette période de l'année, les élèves étudient la Seconde Guerre mondiale, la résistance et la déportation. Cette matinée, elle a été consacrée à 2 témoins. Le premier témoin, c'est Jean-Paul Blanc, qui a parlé de son papa qui a été déporté, résistant. Le second témoignage, c'est celui de Daniel Huillier, qui a été donc avec sa famille un acteur très important de la résistance sur le plateau du Vercors. Les enfants se sont projetés dans les défis qu'ils auront eux aussi à relever dans le cadre, on va dire, des valeurs de la République. Malgré son jeune âge au début de la guerre, Daniel Huillier nous raconte qu'il n'a pas eu peur. Pour lui, il était naturel de défendre ses convictions. Au début de la guerre, j'avais 11 ans. J'ai été bercé là-dedans, malgré que j'étais en classe au collège à Visil. Comme les réunions se passaient chez mon oncle ou chez nous, j'étais au courant de tout ce qui se passait. La mémoire a un avenir est un projet national qui a été lancé l'année dernière et a débuté en Isère. Le projet a comme ambition de faire réfléchir les élèves au sens de l'engagement pour les valeurs de la République. C'est très exemplaire parce qu'on se dit il faut avoir le courage aussi de donner presque sa vie pour son pays. C'est pas tout le monde qui le ferait, donc on a besoin de personnes comme ça. Ce programme-là aussi nous permet de comprendre l'engagement dans un contexte difficile. Jean-Paul Blanc témoigne souvent dans les collèges et les lycées pour transmettre aux jeunes générations cette période sombre de notre histoire. C'est important parce que des femmes et des hommes se sont battus en 39-45. Si on a fait ce projet, justement, c'est pour leur redonner vie, si on peut dire, c'est-à-dire réexpliquer aux élèves ce que ces hommes et ces femmes ont fait à cette époque. Donc c'est des choses qu'il faut expliquer maintenant à la jeunesse, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. L'année sera encore riche en histoire. Les élèves participeront aux cérémonies honorant les héros et les victimes de la déportation. Et un parcours sur les lieux de mémoire du Vercors est prévu en mai. Les travaux des élèves seront ensuite présentés devant les instances de la préfecture et militaire, un projet qui a vocation à se renouveler pour les 3e de l'année prochaine. Malgré le manque de neige, certaines stations font de la résistance et essayent de garder une partie de leur domaine ouvert. C'est le cas du col de Porte qui propose encore quelques pistes de ski de fond. La petite station de la métropole a même accueilli mercredi soir la dernière étape des Nocturnes de Chartreuse. Avec une particularité, en cette semaine de Mardi Gras, les déguisements étaient plus que recommandés. Louléna Juillet. Ils attendent que la nuit tombe pour chausser leur ski de fond et s'élancer sur la neige. Comme chaque année depuis 28 ans, le challenge des Nocturnes de Chartreuse réunit des dizaines de sportifs motivés. Au programme, 4 relais en duo sur 4 sites du massif de la Chartreuse, le Sapet, la Ruchère, le désert d'Entremont et habituellement Saint-Hugues de Chartreuse. Pour le dernier volet de la compétition, un dress code déjanté est imposé pour une ambiance festive et conviviale. Ce soir c'était dur, ça glissait pas beaucoup, il pleuvait. Mais bonne ambiance parce que tout le monde est déguisé, c'est la dernière donc on profite quoi. Même si on a mal sur le parcours, on est content d'être avec les copains donc c'est bon enfant. Moi j'en fais très régulièrement, je suis monitrice au col de Porte. Moi j'en fais pour le plaisir mais ouais pareil assez régulièrement. C'est sympa de Grenoble de venir ici. Selon le niveau de leur circuit,
Les concurrents ont tout donné pendant 20 à 30 minutes. Au total, près de 80 duos de petits et grands se sont affrontés, malgré une météo bien humide. Avec Marc, au début, on a fait cet événement pour que les gens connaissent tous les sites du massif de Chartreuse, les 4 sites nordiques, et aussi pour que le personnel travaille ensemble sur un événement. C'est-à-dire qu'on connaît les gens des autres sites, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres massifs. Co-créée par Jean-Pascal Iribarren il y a presque 30 ans, l'association a un objectif principal, perpétuer un événement fédérateur. On a été jusqu'à 115 équipes au SAP, donc ça fait énormément de monde. C'est-à-dire qu'un soir de semaine, on arrive à attirer plus de 230 coureurs en Chartreuse. Cette année, par manque de neige sur le site de Saint-Hugues de Chartreuse, la dernière course s'est déroulée au col de Porte. 50 000 €, c'est la somme que le département de l'Isère va verser au fonds d'aide d'action extérieure des collectivités territoriales afin qu'elles soient reversées à des associations expertes de l'aide humanitaire d'urgence qui interviennent auprès des populations du sud de la Turquie et de Syrie, victimes en début de mois de terribles séismes et des répliques qui ont suivi. Plus de 45 000 personnes auraient péri depuis le début de la catastrophe. Elle serait responsable de 47 000 morts chaque année en France, la pollution atmosphérique. Les pouvoirs publics se préoccupent de plus en plus de la question, mais est-ce que ça va assez vite et assez loin? La ville de Grenoble vient de porter plainte contre l'État et plus précisément contre le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération grenobloise signé en décembre dernier par la préfecture de l'Isère et les représentants de plusieurs intercommunalités. Pierre-André Juven, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes adjoint au maire de Grenoble, en charge de la santé. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce texte que l'on peut retrouver, je le précise, sur le site de la préfecture de l'Isère? Alors, il s'agit donc du plan de protection de l'atmosphère, le 3e du genre pour notre territoire. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il protège sans doute plein de choses, mais en tout cas pas l'atmosphère ni la santé des habitants et des habitantes. Et c'est problématique parce que l'État français a été condamné par le Conseil d'État à plusieurs astreintes de 10 millions d'euros pour inaction en la matière. Et sur la qualité de l'air en particulier. Et ce 3e plan de protection de l'atmosphère, au vu de ce qui nous est présenté et de ce qui a été signé en décembre dernier, ressemble au fond à un mauvais élève qui ne voudrait pas revoir sa copie, puisque les actions qui sont présentées dans le plan de protection de l'atmosphère ne vont pas permettre à horizon 2027, puisque c'est le calendrier de ce plan de protection de l'atmosphère, 2022-2027, de résoudre la qualité de l'air et les émissions, notamment les émissions de dioxyde d'azote et de particules fines. Alors, ce plan, il prévoit pourtant d'aller au-delà, de baisser les polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux limites fixées par l'Union européenne. Vous voudriez que ce soit les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé qui prévalent? Alors plusieurs choses. D'abord, quand on prend l'ensemble des polluants et polluant par polluant dans le texte, il y a certains polluants pour lesquels cet objectif n'est pas du tout fixé par le PPA. Par ailleurs, effectivement, il y a des objectifs qui ne vont pas du tout assez loin. L'Organisation mondiale de la santé a fixé des objectifs d'exposition qui protègent la santé des populations. Ce plan de protection de l'atmosphère n'atteint absolument pas ces objectifs. Or, et c'est là où il faut rappeler l'urgence d'agir en la matière et non pas de se rapprocher d'objectifs qui seraient ceux de l'OMS, mais bien de se les fixer comme cap. Les expositions aux particules fines, au dioxyde d'azote, c'est une série de maladies qui sont soit déclenchées, soit aggravées par la pollution de l'air. On pense évidemment aux maladies respiratoires. Pour rappel, entre 2005 et 2012, c'est une augmentation de 12% du nombre de personnes asthmatiques en France. C'est considérable comme évolution. Mais il y a également toutes les maladies cardiovasculaires, les cancers, ou encore, et on avait pu le voir il y a 2 ans, des pathologies comme le Covid, dont la mortalité a été aggravée par l'exposition à la pollution de l'air. Et un point très important, et même majeur, c'est que cette exposition à la pollution de l'air et l'effet de la pollution de l'air, sur les corps, elle se répartit très inégalement selon la population et selon nos conditions sociales et nos conditions d'existence. Et comme généralement et comme souvent, ce sont les publics les plus précaires et les plus fragiles qui payent la facture de cette pollution de l'air. Mais alors pourtant, il y a des choses dans ce texte. Il y a par exemple sur le chauffage au bois, on va limiter les chauffages les plus polluants. Il y a des efforts qui sont faits quand même. Qu'est-ce que vous préconisez alors? Oui, mais ça, c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas et l'État, en l'occurrence, là, ne va pas assez loin, reconduit des actions qui sont par ailleurs conduites par des collectivités locales. Nous agissons sur la lutte contre les dispositifs polluants au bois en ajoutant à la prime de l'État et à la prime de la métropole. Mais ce n'est pas assez. Il faut aller très rapidement vers une interdiction de ce qu'on appelle les foyers ouverts. Il y a d'autres territoires où c'est déjà le cas. Aujourd'hui, c'est annoncé dans le plan de protection de l'atmosphère, mais ce n'est pas effectif. Il y a des mesures qui sont annoncées, notamment sur les mobilités. Sur les mobilités, aujourd'hui, l'État, alors il y a eu une annonce aujourd'hui d'un grand plan pour le ferroviaire, mais il y a d'autres politiques publiques qu'il faut accélérer drastiquement si on veut véritablement réduire cette pollution. Je pense au déploiement des pistes cyclables, au déploiement des transports en commun, à la réduction de la voiture et au report modal. La réduction de la voiture, justement. C'est urgent. La zone à faible émission doit entrer en vigueur au 1er juillet pour les véhicules critères 5 dans 13 communes de la métropole, avec vraisemblablement ce qui se prépare des aménagements. Vous êtes contre ces aménagements? Vous aimeriez que la ZFE soit plus importante, de façon plus généralisée? Ça pourrait être une solution pour vous? La ZFE, il faut vraiment rappeler ce que c'est. C'est l'interdiction effectivement progressive de véhicules polluants et à terme des véhicules thermiques. Il faut rappeler que les premières victimes de la pollution de l'air, ce sont les ménages les plus précaires. Ceux qui meurent de la pollution de l'air, ce sont d'abord les ménages les plus précaires. Les enfants qui souffrent le plus de la pollution de l'air, ce sont les enfants des ménages précaires et des classes populaires. Et la ZFE, son objectif initial, c'est de réduire la pollution de l'air, de réduire les émissions de dioxyde d'azote et de réduire les émissions de particules fines. Et donc, on ne peut pas être opposé à l'éradication progressive de véhicules qui polluent et qui tuent nos enfants. C'est véritablement ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, en revanche, il y a une politique publique à conduire à côté de la ZFE qui n'est pas une politique publique en tant que telle, qui est celle du report modal. Celle du report modal et celle de l'accompagnement des publics et notamment des publics les plus vulnérables. Et c'est là où l'État est attendu également. Or, l'État aujourd'hui, il laisse les collectivités en première ligne et il faut qu'il y ait des politiques ambitieuses, encore une fois en matière de report modal, pour le déploiement des pistes cyclables en priorité, pour le report sur le transport en commun et enfin, effectivement, pour l'aide au remplacement de véhicules pour les personnes qui ne peuvent pas se passer de leur voiture. Aujourd'hui, l'État est défaillant et le plan de l'atmosphère qui nous est présenté n'en dit pas plus. Et donc, les projections qui sont faites en matière de réduction des émissions sont des projections qui sont fausses et insincères dans ce plan. Ce recours auprès du tribunal administratif de Grenoble, vous pensez vraiment qu'il a une chance d'aboutir ou c'est juste un coup comme ça? Non, on le croit très sincèrement. Il y a à la fois le fond du plan de protection qui pose problème. Je l'ai dit, il y a des mesures dans ce plan qui sont annoncées et qui ne seront pas mises en œuvre. Et donc, les projections et la modélisation qui est présentée dans le plan sont insincères. Et c'est un argument de poids. Il y a aussi des manquements qui seront peut-être des irrégularités. Ce sera au tribunal d'en décider. Mais la ville de Grenoble, par exemple, a délibéré sur ce plan de protection en émettant un avis en mars 2022 qui avait été présenté par Vincent Fristo. Cet avis défavorable n'est pas pris en compte dans le plan de protection de l'atmosphère. La préfecture devrait tenir compte des avis, notamment lorsqu'ils sont émis par la ville-centre du territoire sur lequel il entend s'appliquer. Est-ce que vous aviez contacté d'autres communes pour se joindre à votre action ? Non, la ville de Grenoble est la seule commune, à notre connaissance, à avoir émis un avis défavorable pour le plan de protection de l'atmosphère. Et donc, au moment d'engager un contentieux, il allait de soi que nous étions les plus légitimes pour le faire, parce qu'il faut rappeler qu'avant d'engager ce recours en contentieux, il y a eu des réunions de travail avec la préfecture, où nous n'avons pas été entendus. Il y a eu une concertation et une enquête publique où nous n'avons pas été entendus. Il y a eu l'avis de la ville de Grenoble sur lequel nous avons délibéré. Nous n'avons pas été entendus et il n'a pas été pris en compte. Et donc, le seul outil qu'il nous reste aujourd'hui pour obliger l'État, encore une fois, à agir en matière de pollution de l'air, c'était le recours en contentieux et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup Pierre-André Juvet. On suivra bien évidemment cette question. OMS comme Organisation mondiale de la santé, mais aussi comme Office municipal des sports. Les trophées de l'OMS ont sacré les athlètes, les bénévoles, les dirigeants ou encore les associations sportives aux engagements exemplaires. C'était jeudi soir. Le palmarès consacre notamment les deux athlètes de l'EAG, Juliette Perret
Pérez et Thibaut Collet, sportifs de l'année. La joueuse internationale de softball Clélia Coste et le rameur Ferdinand Ludwig, espoir de l'année. Le nageur handisport Nolan Jalbi devient le para-athlète de l'année. Et puis 2 coups de cœur du jury, Gabriel Debru, vainqueur de Roland-Garros junior, et les Brûleurs de Loups, champions de France élite U20, U17 et U15. Dans l'agenda également un concert pour soutenir le peuple ukrainien. Samedi à 18h30, salle Messiaen à Grenoble, celui du chœur ukrainien Doudarik, constitué dans la région de Lyon autour des membres de la diaspora ukrainienne et d'amis de l'Ukraine. Autour du chef de chœur, une trentaine de chanteurs qui interpréteront des œuvres issues du répertoire traditionnel et du répertoire liturgique. Et juste avant, à 15h, un grand rassemblement rue Félix Poula. Le trio grenoblois-kazakh sera lui ce vendredi soir et samedi au Café des Arts, rue Saint-Laurent à Grenoble. Des voyages en Azerbaïdjan, Perry originaire de Fred. Il raconte un pays de pétrole et de gaz, les trous sur la route, les ladas, les hommes aux grandes casquettes, du thé et toujours du thé. Une prose tissée d'émotions, de tranches de vie et d'histoires vécues. Côté variété, si Juliette Armanet au summum samedi, c'est complet. Il reste d'autres époques à parcourir. Émile et Images, Patrick Hernandez, Rose Laurence, Phil Barnet, Jean-Pierre Madère ou encore Julie Pietri interprètent d'un seul tube ou de plusieurs. Retrouvez la troupe de Star 80 dimanche au Palais des Sports de Grenoble. 4,5 millions de spectateurs ont déjà assisté à ce show à géométrie variable. Un spectacle pour tous les âges, programmé à 17h. L'indémodable et inoxydable Pierre Perret se produira, lui, sur la scène du Grand Angle à Voiron samedi. À 88 ans, plus de 62 ans sur scène, 40 millions d'albums vendus et 500 chansons écrites. Pierre Perret fait ses premiers adieux, le nom de cette tournée. Accompagné sur scène par 5 musiciens à la guitare, contrebasse, batterie, accordéon et au violoncelle. Il chantera ses plus grands succès. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée, excellente soirée à tous.